Merci beaucoup, cher Jean-Michel. Merci beaucoup au CDI de cette invitation. Merci à vous d'être venu. L'Ukraine membre de l'Union européenne d'ici 2030. Vous avez dit, cher Jean-Michel, que c'est un titre provocateur, mais il faut se rappeler que le gouvernement ukrainien entendait rejoindre l'Union européenne en 2 ans, au moment de la reconnaissance du statut de candidat. Et donc ça, c'était en 2023, voire en 2024. Et donc, on était censé, selon les vœux du gouvernement ukrainien, voir l'Ukraine adhérer de manière accélérée, et donc d'ici 2026-2027. Aujourd'hui, c'est l'objectif 2030, qui probablement ne sera pas tenu, puisque pas du fait de l'Ukraine ou pas du fait de l'Union européenne, mais du fait de la technicité de la candidature et du processus d'adhésion, et qui implique des transformations et des changements qui sont colossaux. Il n'en reste pas moins vrai que cet objectif de rejoindre l'Union européenne, c'est une constante de la politique ukrainienne et de l'expression de la société civile et de la population dans son ensemble, et ce depuis déjà de nombreuses années, à travers une révolution, à travers des élections et évidemment à travers la guerre. L'Ukraine membre de l'Union européenne d'ici 2030, c'est aussi un titre qui implique que l'Ukraine va survivre. C'est aussi un titre qui implique que l'Ukraine, quel que soit son état, quelle que soit sa forme, eh bien, elle va poursuivre cette ambition de rejoindre la famille européenne, qui est une ambition qu'elle poursuit déjà depuis de nombreuses années. Et donc, je voulais saisir l'opportunité de cette conférence pour vous apporter quelques clés de lecture sur ce pays. Évidemment, pour comprendre un pays comme l'Ukraine, il y a plusieurs clés de lecture et il y a plusieurs portes d'entrée. Nous pouvons parler d'histoire, nous pouvons parler de culture, nous pouvons parler de langue vivante, nous pouvons parler de politique. Évidemment, l'aspect militaire est prégnant en ce moment, et le dernier exploit de l'Ukraine contre la flotte de bombardiers russes, donc de ce dimanche 1er juin, eh bien, ça nous apprend énormément sur les guerres du XXIe siècle. Ça nous apprend énormément sur les réalités de la guerre asymétrique. Donc ce sont quelques drones à quelques centaines de dollars qui ont détruit des bombardiers stratégiques à plusieurs milliards de dollars. Ça nous apprend sur la nécessité aussi de nos armées européennes à nous adapter aux conflits d'aujourd'hui et de demain. Et ce qu'on voit à travers cette opération, eh bien, c'est que nous cherchons des informations sur l'Ukraine, nous cherchons des informations pour comprendre ce pays qui nous interpelle depuis déjà de nombreuses années, même avant 2022, depuis les révolutions orange de 2004 et la révolution de la dignité, donc le Maïdan de 2014. Mais cette recherche d'informations, elle doit aussi nous servir à quelque chose, puisque l'Ukraine a beaucoup à nous enseigner. Et donc évidemment, là, dans la sphère militaire, mais pas que. L'exploit de dimanche, donc cette attaque contre les bombardiers stratégiques russes, ça s'insère dans un vaste mouvement de résistance nationale et de créativité qui nous a surpris et inspiré depuis 2022. Inventivité technologique, bien sûr, mais aussi créativité artistique et fine maîtrise de la communication à travers la personnalité du président Zelensky. Ça souligne la spécificité de l'Ukraine à la fois parmi les conflits qui déchirent le monde, et de par mon travail de journaliste, eh bien, je m'intéresse à de nombreuses zones de conflit malheureusement, et on a peu de guerres qui nourrissent de cette manière l'expression artistique et politique pour donner du sens, ou en tout cas pour tenter de donner du sens aux martyrs des victimes. Mais en Ukraine, c'est effectivement le cas. On va essayer de mettre en lumière aussi la spécificité de l'Ukraine en Europe. Ça la distingue, puisque les réactions que l'Ukraine et les Ukrainiens ont démontrées depuis 2022, eh bien, la distingue en tant que nation, tout en la rattachant à un ensemble européen, tout en la rattachant à une famille européenne. On voit que les Ukrainiens se battent pour concrétiser un choix qu'ils ont exprimé depuis déjà de nombreuses années,
de rejoindre cette famille européenne. On connaît mal l'histoire de l'Ukraine, des Ukrainiens et des terres ukrainiennes, et pourtant, elle est intrinsèquement européenne. J'aime toujours rappeler la première personne qui a mentionné les terres ukrainiennes donc par écrit, eh bien, ce n'est autre que le grec Hérodote, qui est le père des historiens. Et ça, c'était il y a environ 2500 ans. Et donc, je trouve ça très symbolique que le premier à avoir inscrit les terres ukrainiennes, ou en tout cas les terres qui aujourd'hui constituent l'Ukraine, dans notre géographie mentale de l'Europe, eh bien, ce soit celui qu'on appelle le père des historiens. Je vais évidemment pas remonter le fil de ces 2500 ans d'histoire, et encore une fois, donc intrinsèquement européenne, et donc partie de notre corpus commun, de notre psyché commune, mais je vais remonter quand même un peu un fil historique dans le cadre de ma présentation, afin de vous présenter l'Ukraine comme une spécificité la post-soviétique. Donc, spécificité sur la carte des conflits dans le monde, spécificité sur la carte des nations en Europe, et aussi spécificité post-soviétique. Et je vais vous présenter l'Ukraine comme un pays qui, petit à petit, depuis son indépendance en 1991, a creusé son propre sillon, un sillon très différent de celui de la Russie, et ça va nous aider à comprendre et à illustrer comment ces deux pays, qui pourtant ont été très intégrés, très imbriqués, pour le pire et pour le meilleur, pendant de nombreux siècles, eh bien, ont connu des trajectoires de plus en plus divergentes, et comment l'Ukraine s'est forgée et continue de se forger en tant qu'État-nation indépendant. Et c'est aussi une des réponses à la question « Pourquoi est-ce que les Ukrainiens continuent de lutter? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas céder? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas capituler ?» Ma présentation se base sur mon dernier livre, donc l'Ukraine, la République et les oligarques. J'ai adopté cette approche puisque, à mon sens, elle permet d'expliquer l'Ukraine indépendante. Cette république oligarchique, elle a influencé l'immense majorité des aspects de la vie publique du pays pendant 3 décennies. Aussi, si vous me permettez, je vais partir sur cette approche en y incorporant évidemment des éléments politiques, des éléments sociaux et culturels. Et bien sûr, je serai tout à fait ouvert à vos questions à la fin de mon exposé pour parler des aspects que je n'aurais pas abordés. Oligarchie et oligarchie. On connaît la définition du terme oligarchie depuis l'Antiquité, depuis les grands penseurs grecs. À cette définition classique, eh bien, se sont ajoutées des spécificités au fil du temps. Le terme oligarchie, le concept oligarchie, est un des concepts de système politique qui a été le plus usité à travers les âges et à travers l'espace. Beaucoup plus que démocratie, beaucoup plus que plutocratie ou autre. Oligarchie est vraiment est un système très populaire sur la face de la planète. Et les dernières spécificités, elles sont liées à la dissolution, à l'implosion de l'URSS. Ce qu'on appelle oligarchie aujourd'hui est intimement lié à cette image que l'on a de ces nouveaux riches venus d'ex-URSS et qui rajoutent leurs propres éléments de définition au concept d'oligarchie. C'est-à-dire que pour être un oligarque post-soviétique, il faut s'être construit dans la brutalité. Et il faut aussi être devenu riche, puissant et influent pratiquement du jour au lendemain, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les oligarques. Et nos oligarques occidentaux, eux, ont pu construire des fortunes sur la durée et les accumuler au fur et à mesure des générations. Alors qu'en URSS, en ex-URSS, eh bien, ça s'est construit pratiquement du jour au lendemain. Ça s'est construit dans un contexte très particulier de l'effondrement de l'État, ce qui, là encore, marque une distinction par rapport à d'autres oligarchies que l'on peut voir, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Cet effondrement de l'État, cette dislocation de la machine de production soviétique, elle a engendré énormément de corruption, elle a engendré énormément de complicité de la part de bureaucrates, de la part de fonctionnaires opportunistes et corrompus. Et ensuite, elle a servi de terreau très fertile à une interpénétration
des groupes oligarchiques avec les institutions d'État. Cette oligarchie post-soviétique, elle, s'est aussi caractérisée par un certain nombre d'excès. Et c'est aussi comme ça qu'on connaît les oligarques post-soviétiques. Ce sont des gens qui étaient le lundi ingénieurs, bureaucrates, comptables, ou tout simplement petits voyous dans des bas-fonds, et qui, du jour au lendemain, deviennent millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, et qui sont caractérisés par beaucoup d'excès. Et dans les années 1990, par exemple, on les a vus, ces oligarques, ces jeunes oligarques, débarquer sur la Côte d'Azur, à Monaco, à Courchevel, à grand renfort d'hélicoptères, de voitures rutilantes et de belles femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup les oligarques post-soviétiques et qui les différencie d'autres oligarques sur la face de la planète. Tout commence évidemment dans les terribles années 1990. Donc, comme je l'ai dit, les oligarques, qui sont-ils à la base? Ce sont des bandits, des opportunistes et des fonctionnaires corrompus qui ont saisi l'opportunité de l'implosion de l'URSS et qui ont fait main basse sur l'appareil de production. Dans les années 1980, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le système d'économie dirigée soviétique était dans une telle crise qu'il y avait des besoins pour absolument tout. Et il suffisait d'être un peu malin et d'être un peu agile pour s'insérer dans les failles du système. Donc, par exemple, un restaurant avait besoin d'alcool pour ses clients. Eh bien, quelqu'un comme ce monsieur que je vais présenter avait des contacts en Moldavie, donc aussi la Moldavie post-soviétique, et grand producteur de vin. Et donc, il importait du vin de Moldavie vers sa région de l'Est de l'Ukraine, vers le Donbass, et il se faisait une marge sur la transaction. Des usines avaient besoin de fer ou d'acier pour continuer à produire, pour continuer leur production. Eh bien, une personne comme ce monsieur arrivait à trouver un fournisseur et ensuite à alimenter cette usine. Et pour se faire payer, puisque l'usine en question n'avait pas d'argent, eh bien, il prenait soit des parts dans la société, qui était en cours de privatisation, donc au tout début des années 1990, soit il se faisait payer en nature avec, par exemple, les produits de cette entreprise pour aller alimenter une autre entreprise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'en créant cette chaîne de dépendance, quelqu'un comme ce monsieur, eh bien, est devenu millionnaire, multimillionnaire, milliardaire en l'espace de quelques mois, et a fait main basse sur l'appareil, sur tout ce qui pouvait de l'appareil productif soviétique. Ce monsieur, c'est Rinat Akhmetov, et j'ai choisi de vous le montrer parce que, bon, je vais vous montrer quelques personnes, mais évidemment, je ne vous demande pas de retenir tous les noms, mais celui-ci est particulièrement intéressant puisque à partir du milieu des années 1990, il est devenu l'homme le plus riche d'Ukraine et il l'est encore aujourd'hui. Donc il est particulièrement important. Et lui a commencé comme un contrebandier, lui a commencé comme une petite frappe. On n'a pas beaucoup de détails de son émergence et de son ascension au pouvoir, mais on sait qu'il était spécialisé dans ce qu'on appelle la sécurité et la contrebande. Et à un moment donné, il est devenu chef quand son chef est mort dans l'explosion de son fauteuil au stade de foot de Donetsk. Qui a fait exploser la bombe? Pour quelle raison? Personne ne sait, mais en tout cas, Rinat Akhmetov est devenu chef juste après. Il était visiblement prêt. Ce que je décris là, c'est un phénomène tout à fait post-soviétique. Et donc là, dans la première partie de notre histoire, il n'y a aucune spécificité ukrainienne. Ce que je décris là, c'est passé dans les États baltes, c'est passé en Géorgie, c'est passé en Russie, c'est passé à travers tout l'espace post-soviétique. Et ça a été un moment particulièrement frappant, évidemment, particulièrement structurant pour ces jeunes républiques indépendantes, et évidemment très traumatisant pour une population qui attendait beaucoup de l'implosion de l'URSS et des opportunités qui pouvaient être offertes par le capitalisme et par
la démocratie représentative. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 1990, l'inflation était à, donc attendez que je calcule, 5 chiffres. Donc on pouvait avoir une inflation à 10 000, 11 000% par mois. Les salaires de la fonction publique n'étaient pas payés pendant des mois et des mois. Il n'y avait plus d'institutions, il n'y avait plus de bureaucratie qui fonctionnait. L'émergence de ces jeunes oligarques s'est fait dans un contexte de brutalité extrême, avec une criminalité organisée et une criminalité violente qui a proliféré. Le nombre d'homicides par balle a triplé entre 1989 et 1993 dans la seule ville de Donetsk. Et dans ce contexte-là, la population, l'immense majorité de la population post-soviétique s'est retrouvée paralysée, s'est retrouvée traumatisée et n'a pas du tout pu réagir à l'émergence de ces jeunes oligarques. Il n'y avait pas de moyens à leur disposition, qu'ils soient politiques, sociaux ou civiques. Ça, c'était la première partie des années 1990. Dans la seconde partie des années 1990, l'oligarchie se structure. L'oligarchie devient oligarchie, puisque ce qu'on entend par oligarchie, c'est non seulement détenir le pouvoir économique, le pouvoir financier, mais aussi l'utiliser pour influer dans la sphère politique et dans la sphère médiatique. Et évidemment, ensuite, ça peut déborder sur le culturel. Ça, c'est en fonction des circonstances pays par pays. À partir de 1994, on a ce président, donc c'est monsieur à droite, qui est élu, donc qui est Leonid Kuchma, qui remporte un second mandat en 1998. Et lui consolide d'une part l'indépendance, puisque c'est en 1996 que l'Ukraine adopte une constitution, c'est en 1996 que l'Ukraine adopte une monnaie, et c'est en 1996 que l'inflation, donc cette inflation à 4 ou 5 chiffres, est finalement maîtrisée. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'indépendance était en 1991. Donc c'est quand même une longue période pour une république nouvellement indépendante, et le pays le plus étendu d'Europe en termes de superficie, donc plus étendu même que la France métropolitaine, donc avant évidemment l'agression russe de 2014-2022, mais que cette Ukraine, a mis beaucoup de temps à se doter des attributs de l'indépendance et à stabiliser aussi sa souveraineté. Il y a aussi cet épisode évidemment du mémorandum de Budapest de 1994, à travers lequel l'Ukraine a cédé ses armes nucléaires, ses ogives nucléaires soviétiques, en échange d'une protection par les grandes puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Et la Russie qui reconnaissait les frontières de l'Ukraine héritées de la dislocation de l'Union soviétique. Et ce faisant, tout en dotant l'Ukraine des attributs de sa souveraineté, eh bien, Leonid Kuchma a passé un pacte tacite avec les nouvelles fortunes du pays, avec ce pari qu'ils pouvaient transposer leurs querelles et leurs luttes meurtrières de la rue vers l'arène politique. L'idée, ça a été de leur offrir une amnistie totale, et de les inviter à participer aux jeux politiques et de les inviter à participer aux jeux de la vie de l'État à travers des privatisations dont les oligarques ont pu profiter à des conditions avantageuses, et un investissement dans les partis politiques et un investissement dans les médias. Et ça a créé cet écosystème de ce que j'appelle moi la république oligarchique, et qui est donc un système d'interpénétration quasi totale entre les groupes oligarchiques et les institutions d'État. Tous les groupes oligarchiques se sont prêtés au jeu et ont investi dans les partis politiques. C'était l'époque où un siège de députés, donc il y a 450 députés à la Verkhovna Rada, donc au Parlement,
Et évidemment, il y avait une forte concurrence pour obtenir un siège de député, puisque à travers ce siège de député, ensuite, on peut avoir accès à des marchés publics, on peut avoir accès à des, à des ressources de l'État, on peut avoir accès à des subventions. Voilà, subventions, je cherchais ce mot. Et c'était l'époque où un siège de député coûtait environ 2 millions de dollars. Donc, c'est ce qu'il fallait investir dans un semblant de campagne électorale. Et au cœur de ce système, la présidence. Et la présidence, donc incarnée dans la première partie par Leonid Kuchma, et qui servait de tour de contrôle pour garantir un équilibre entre les différents groupes oligarchiques et pour garantir qu'aucun des groupes oligarchiques ne serait trop puissant ou trop menaçant, même pas celui de Rinat Akhmetov, donc l'homme le plus riche d'Ukraine, et qu'un certain équilibre, une certaine concurrence serait préservée. Il a fait ça aussi avec le monsieur qui est à sa droite, donc à gauche sur la photo, et qui s'appelle Viktor Pinchuk et qui est son beau-fils. Et Viktor Pinchuk n'était absolument personne, juste au moment où il a épousé la fille du président. Et d'un coup d'un seul, il est devenu la seconde fortune d'Ukraine. Mais même lui, eh bien, Leonid Kuchma a favorisé son ascension. Leonid Kuchma a favorisé la consolidation de son empire, mais il ne lui a pas permis de prendre un ascendant sur les autres groupes. Et c'est ça aussi la République oligarchique. C'est un système de régulation. C'est pas seulement un système de domination, un système de prédation, c'est un système de régulation de ces concurrences entre les différents groupes oligarchiques. Dans le même temps, les oligarques, donc, qui avaient commencé dans leur petite vingtaine et qui arrivent déjà dans leur trentaine, eh bien, ils se sont cherchés une légitimité, donc à travers leurs investissements dans les partis politiques, leurs investissements dans les médias, mais aussi leurs investissements dans les organisations caritatives et dans des organisations culturelles. C'est le moment où les oligarques ukrainiens, eh bien, ils épousent le modèle d'autres oligarques, comme par exemple les oligarques américains du tournant du XXe siècle, et ils cherchent à s'acheter une légitimité à travers des investissements dans les organisations caritatives ou dans la culture. Et donc on voit à ce moment-là une certaine métamorphose de cette oligarchie. J'ai mis cette diapositive ici pour faire une petite pause, puisque évidemment tout ce que je vous dis là, c'est presque un scénario de fiction, ou en tout cas de mauvais policiers. Et quand on pense à oligarchie, et à raison, on pense tout de suite à corruption. Et on pense tout de suite à népotisme, on pense tout de suite à économie de monopole qui décourage l'innovation. Et tout ça, c'est vrai. Et ce sont effectivement des traits caractéristiques de l'Ukraine et du système politique ukrainien qui existent encore aujourd'hui. Mais dans le contexte ukrainien, la République oligarchique a garanti une concurrence entre les groupes oligarchiques et donc entre les groupes politiques, ça a empêché, l'avènement d'une quelconque verticale du pouvoir, comme on a pu le voir dans d'autres pays, ça je vais y revenir. Et ce qui fait que, par exemple, la manifestation de cette concurrence entre les groupes oligarchiques, elle est ici, où vous voyez, donc c'est en anglais, je suis désolé, mais vous voyez en haut l'Ukraine, au milieu la Russie et en bas la Biélorussie, le Bélarus, et vous voyez les différences d'alternance politique. En Ukraine, il n'y a pas un seul président qui a réussi à remporter un second mandat en dehors de Leonid Kuchma, alors qu'en Russie et au Bélarus, c'est sensiblement différent. Et donc cette illustration est très pratique et quand je l'ai trouvée sur Internet en préparant cette conférence, j'ai vu qu'on avait déjà rajouté donc 2024. Vous savez que 2024, il devait y avoir des élections, mais qu'elles ont été repoussées sine die à cause de l'état de guerre et de la loi martiale. Mais en tout cas, celui qui a fait cette illustration, eh bien, imagine déjà que s'il y avait eu des élections en 2024, eh bien, Vladimir Poutine aurait remporté en Russie
et Alexander Loukachenko aurait remporté au Bélarus. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors qu'en Ukraine, eh bien, on ne sait pas. Et c'est aussi ça la République oligarchique. C'est cette concurrence très intense. Concurrence médiatique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers tous ces investissements dans la sphère médiatique, chaque oligarque avait son empire médiatique avec ses différentes chaînes. Et chacune de ces chaînes a soutenu eh bien, certains messages politiques, certaines plateformes, et ainsi de suite. Ce qui, évidemment, va à l'encontre de l'idée d'indépendance des médias et du journalisme moderne. Et ça, je suis bien placé pour en parler. Mais dans le contexte de la République oligarchique, eh bien, ça a garanti une concurrence entre ces empires médiatiques et ça a garanti une très forte liberté d'expression. Et ça a développé en Ukraine quelque chose qui existait déjà de longue date. Ça, on peut revenir ensuite à l'héritage cosaque ou à l'organisation, les relations entre la base et le pouvoir. Il y a une tendance historique. Mais là, dans le contexte de la République oligarchique, eh bien, ça a encouragé une culture de la discussion, une culture du débat, une culture de la controverse et une culture de l'investigation. Donc il y avait toujours un groupe oligarchique pour révéler une affaire sur un autre groupe oligarchique, pour lancer un journaliste sur un compte offshore au Panama ou sur une villa qui n'avait pas été déclarée à Monaco, et ainsi de suite. Et ça, c'est une culture de l'investigation qui est particulièrement spécifique à l'Ukraine. Troisième élément aussi qui permet d'atténuer un peu la portée négative de cette république oligarchique, eh bien, c'est cet accord tacite entre les différents oligarques et les institutions d'État sur la souveraineté nationale. La souveraineté nationale étant ici perçue non pas comme une souveraineté nationale dans le sens bien public, mais comme un précaré des oligarques. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le président Leonid Kuchma, donc celui qui a passé ce pacte informel, eh bien, il s'est expliqué par après en disant que s'il n'avait pas passé ce pacte avec les oligarques ukrainiens, alors des investisseurs étrangers, et notamment les Russes, auraient tout raflé. Ils auraient tout racheté, puisque l'Ukraine était dans une telle situation que les Russes, enfin n'importe qui arrivait avec un pouvoir d'achat, ou en tout cas une capacité d'investissement plus importante que celle des Ukrainiens, eh bien, pouvait tout rafler. Alors que, grâce à ce pacte tacite que Leonid Kuchma a passé avec les oligarques, eh bien, l'essentiel de l'économie nationale est resté aux mains de citoyens ukrainiens. Et ce, pendant l'essentiel de l'indépendance. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est la loi martiale et l'état de guerre, donc c'est encore une autre situation, j'y reviendrai. À quoi est-ce que tout ça nous mène ? Le premier test de cette république oligarchique, ça a été la révolution orange. Donc vous vous rappelez, novembre 2004 d'ailleurs, c'est pas décembre 2004, mais novembre 2004, janvier 2005, cette contestation contre des élections qui s'étaient avérées frauduleuses, et cette mobilisation citoyenne pour faire élire donc le monsieur qui est ici à gauche, Viktor Yushchenko, qui avait été empoisonné à la dioxine, et son égérie de la révolution, Yulia Tymoshenko, qui est ici à droite. Cette première révolution, elle était pensée comme un défi à l'autoritarisme d'un président finissant. Et un des mots d'ordre des révolutionnaires, c'était les oligarques en prison, les bandits en prison, fin de l'oligarchie, des réformes, de la transparence, fin de la corruption, et ainsi de suite. Et donc, ça a été le premier test existentiel de cette république oligarchique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2004, la société civile venait tout juste de retrouver un certain niveau de confort matériel et une certaine assurance qui lui permettait de s'organiser et qui lui permettait de se mobiliser en tant que société civile. Mais on était vraiment aux prémices. La révolution orange a véritablement été encadrée par des millionnaires qui ont fourni équipements et infrastructures pour accompagner et pour encourager cette mobilisation citoyenne qui était réelle.
et pour lutter contre le diktat de la République oligarchique, ou en tout cas ce qu'il percevait comme le diktat de la République oligarchique, et donc entretenu par les milliardaires. Et donc ce qui fait que la révolution orange, on dit très souvent que c'était une révolte des millionnaires contre les milliardaires. À la fin de la révolution orange, donc ce monsieur Viktor Yushchenko a été élu, Yulia Tymoshenko est devenue première ministre, mais ça n'a pas du tout marqué la fin de la République oligarchique. Au contraire, ça a marqué un âge d'or. Et donc toute la période 2005-2010 a été une période de concurrence entre les différents groupes oligarchiques et une période d'impuissance caractérisée des institutions d'État et de tous les contre-pouvoirs qui normalement régulent la vie d'une démocratie représentative. Là, je n'entre pas beaucoup dans les détails, mais voilà, tout ça pour dire que cette première révolution sur Maïdan, sur la place de l'indépendance à Kiev, qui avait pour mot d'ordre de mettre à bas l'oligarchie, eh bien, au contraire, elle a encouragé la République oligarchique, elle a encouragé la concurrence entre les groupes oligarchiques. Là, je fais encore une parenthèse, puisque c'est à ce moment-là, donc début des années 2000, la première partie des années 2000, que les trajectoires de l'Ukraine, de la Russie et d'autres républiques post-soviétiques commencent à diverger. Jusqu'ici, c'était véritablement similaire. Ce qui se passait en Ukraine, on pouvait le retrouver exactement en Russie, en Géorgie, au Kazakhstan ou autre, et juste en changeant les noms, c'était exactement les mêmes phénomènes. Mais à partir de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, donc 1999-2000, lui met en place très rapidement une verticale du pouvoir. Et l'oligarchie russe, qui était extrêmement vivace, extrêmement dynamique, et qui avait même arrangé la réélection de Boris Yeltsin en 1996 et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999, eh bien cette oligarchie russe, elle a été mise au pas. Certains sont partis en exil, certains sont partis en prison. Vous vous rappelez de l'affaire Yukos de Mikhail Khodorkovsky, et d'autres encore y ont laissé la vie. Donc pas forcément à l'instant T, mais ils y ont laissé la vie à un moment donné. Au Bélarus, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et dans encore d'autres républiques post-soviétiques, notamment d'Asie centrale, on a assisté à la consolidation de dictatures autoritaires. Là, pour le coup, il y avait un seul groupe oligarchique qui imposait sa loi à l'ensemble du système, et cela de manière très autoritaire, ce qui n'a pas été le cas en Russie dans un premier temps. Géorgie, Moldavie, nous avons assisté au développement de régimes oligarchiques similaires à l'Ukraine, mais de bien moindre ampleur, de par la taille des pays, de par la taille des économies, et aussi de par le nombre de groupes oligarchiques qui étaient impliqués dans la vie publique. Et une dernière catégorie, ce sont évidemment les États baltes et la Pologne. Donc la Pologne n'est pas une république post-soviétique, c'est une république post-communiste, mais pas post-soviétique. Mais je la mets quand même dans cette catégorie, puisque la Pologne est un élément de comparaison très important pour les Ukrainiens. Les États baltes et la Pologne ont connu eux aussi leur phase de criminalité sauvage, leur phase d'oligarchie rapace dans les années 1990, mais ils ont très très vite mis en place ce qu'on appelle une thérapie de choc, des réformes ultralibérales, une lutte contre la corruption, une consolidation des institutions d'État, et ils se sont lancés sur le chemin de l'intégration européenne. Et donc États baltes et Pologne ont rejoint l'Union européenne en 2004. Et ils ont rejoint l'OTAN un peu avant pour la Pologne. La Pologne, juste, je le dis comme ça en passant, donc on a l'habitude de comparer l'Ukraine à la Russie, mais le pays auquel les Ukrainiens se comparent le plus, c'est quand même la Pologne, puisqu'il y a une histoire mixte qui est même plus ancienne et qui s'étend plus dans le temps entre l'Ukraine actuelle et la Pologne-Lituanie qu'avec la Russie. Et ce sont aussi deux pays, finalement, deux populations de taille et de poids de l'économie similaires. Et ça, c'est un des grands traumatismes des Ukrainiens, c'est qu'en 1991,
l'Ukraine était plus riche que la Pologne en termes de PIB par habitant, alors qu'aujourd'hui, la Pologne est 5 fois, les Polonais sont 5 fois plus riches que les Ukrainiens en termes de PIB par habitant. Donc voilà, si, la comparaison avec la Russie n'offre pas toutes les clés de lecture, alors que la comparaison avec la Pologne est déjà beaucoup plus appropriée. Et donc nous avons ces trajectoires divergentes des républiques post-soviétiques et des républiques post-communistes, alors qu'en Ukraine, eh bien, nous avons une république oligarchique qui est dynamique, qui est flexible, qui est prospère et qui est durable, et qui dure encore aujourd'hui. Et évidemment, je vais y venir. Comme je vous ai dit, je n'entre pas dans les détails de l'âge d'or de la république oligarchique, donc entre 2005 et 2010. Je passe tout de suite à ce qui s'est passé entre 2010 et 2013. En 2010, nous avons Viktor Yanukovych, donc ce monsieur qui est originaire de Donetsk, qui a été élu président, et qui était inféodé à l'époque à Rinat Akhmetov, donc l'homme le plus riche d'Ukraine, qui est extrêmement influent et qui a le bras très long. Ce que fait Viktor Yanukovych, c'est que très rapidement, il concentre l'essentiel des pouvoirs et l'essentiel des ressources de l'État au sein d'un petit groupe qu'on appelle la famille. La famille, la connotation mafieuse est tout à fait voulue. Et en gros, on parle d'un groupe de 13-15 personnes autour du président qui se sont accaparées l'essentiel des ressources de l'État. Et ça a atteint un point de paroxysme tel que ça a engendré une rébellion croissante des oligarques, y compris de Rinat Akhmetov, qui était donc le parrain de Viktor Yanukovych, et évidemment une rébellion de la société civile et de la population dans son ensemble, qui a débouché sur la révolution de 2013. Pour vous donner un ordre d'idée, sous Viktor Yanukovych, donc 2010-2013, en gros, on estimait que la corruption, par exemple sur un marché public ou sur des subventions, dépassait les 60-70%. C'était vraiment une corruption systématique. Alors qu'aujourd'hui, la corruption existe encore, mais elle est plutôt de l'ordre de 20-30%. Donc, il reste encore énormément de corruption en Ukraine, mais c'est absolument rien de comparable par rapport à cette république bananière qu'avait montée la famille de Viktor Yanukovych. Donc voilà, ça débouche sur la révolution de la dignité, donc le Maïdan de novembre 2013, février 2014. J'entre pas forcément dans les détails de cette révolution. Moi, en tant que jeune journaliste, ça a été le premier événement d'envergure que j'ai couvert, puisque j'ai emménagé en Ukraine en 2011. Et donc, cet événement-là a vraiment structuré ma carrière et structuré la manière dont j'ai développé ma couverture de l'Ukraine et dont j'ai développé mon expertise de l'Ukraine. Ça a vraiment été un moment déterminant, puisque en 2004, comme je vous ai dit, c'était une révolte des millionnaires contre les milliardaires et qui a encadré la mobilisation citoyenne, alors qu'en 2014, c'est la mobilisation citoyenne qui a entraîné le mouvement et qui a créé cet effet d'entraînement qui est allé jusqu'à une révolution et qui est allé jusqu'à un changement de régime. Et les oligarques, eux, se sont adaptés à cette mobilisation citoyenne. Donc, dans la manière dont les Ukrainiens ont commencé à penser par eux-mêmes et à penser à eux-mêmes, il y a véritablement eu un changement entre ces deux révolution. Et un phénomène générationnel, évidemment, puisque 2014, il y avait déjà une génération qui n'avait connu que l'Ukraine, qui ne se rappelait plus de l'URSS. Il y avait un phénomène économique, l'Ukraine avait retrouvé une certaine prospérité, une certaine stabilité, et il y avait aussi un phénomène de rejet très très fort de cette verticale du pouvoir de la famille de Viktor Yanukovych et de la corruption généralisée qu'elle avait engendrée. La révolution de 2014, c'est d'abord et avant tout une révolution des classes moyennes, une révolution des petits entrepreneurs qui voulaient percer ce qu'on appelle le plafond de verre, qu'à un moment donné,
plus on progressait dans les affaires en Ukraine, et plus on courait le risque soit d'être visé par l'administration fiscale ou la police qui aurait voulu réclamer des compensations ou des bakchiches, ou soit on aurait été visé par un autre groupe oligarchique qui aurait tout simplement cherché à faire main basse sur son entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le raid corporatif. Et ça s'est beaucoup pratiqué en Ukraine, mais aussi dans d'autres républiques post-soviétiques, où en fait vous envoyez une dizaine de gars assez baraqués, cagoulés, avec des battes de baseball. Vous les envoyez un matin à l'usine, vous entrez dans les bureaux, vous cassez deux ou trois chaises, vous saisissez les documents, enfin les biens de propriété, et ensuite l'entreprise est à vous. Et quand le propriétaire légitime essayait de se retourner et d'aller se confronter à la justice, eh bien, il s'avérait que le juge était le cousin du nouveau propriétaire et que le commissaire était le beau-frère. Voilà, ce genre de... Et ça s'est beaucoup pratiqué. Mais à partir de 2014, il y a véritablement un changement, donc marqué par cette révolution, mais marqué aussi par tout ce qui s'est passé après et que je vais développer maintenant. Ça s'est fait sous le mandat de Petro Poroshenko. Donc Petro Poroshenko, je pense que vous devez en avoir une certaine idée. On l'appelle aussi le roi du chocolat, puisque un des fleurons de son empire, c'est lui-même un oligarque, pardon, mais un des fleurons de son empire, c'était les confiseries Rochen, donc les principaux fabricants de sucreries et de chocolat en Ukraine. Petro Poroshenko a été élu jusque quelques semaines après la révolution, après la fin de la révolution, et il est resté au pouvoir jusqu'en 2019. Petro Poroshenko, il est arrivé au pouvoir dans un contexte très particulier. Après la Révolution, après le traumatisme de la fin sanglante de la Révolution, mais aussi dans le contexte du début de la guerre. Et on ne savait pas à l'époque que c'était le début de la guerre, parce que ça, on l'a appris a posteriori. 20 février 2014, il y a cette fusillade meurtrière sur Maïdan, une centaine de morts. On ne sait pas encore exactement l'identité des tireurs, on ne connaît pas encore les commanditaires. Il y a beaucoup de théories, y compris des théories du complot sur cet événement. Mais en tous les cas, c'est ça qui a marqué la fin sanglante de la Révolution. Et le même jour, le 20 février 2014, Vladimir Poutine donne l'ordre à ses troupes d'envahir la Crimée. 20 000 hommes se déploient sur la péninsule de Crimée, saisissent toutes les institutions d'État, se débarrassent des quelques rares opposants qu'il pouvait y avoir, organisent un simulacre de référendum et en 3 semaines, l'affaire est pliée. Et donc, on considère, et d'ailleurs les Russes ne s'en cachent pas puisqu'ils l'ont imprimé sur des médailles, que ce 20 février 2014, c'est le début de la guerre. Donc évidemment, on a tous ce 24 février 2022 en tête, mais c'est le 20 février 2014 que tout a commencé. Et dans ce contexte, donc d'émotion, de début de la guerre, ensuite après la Crimée, il y a évidemment une déstabilisation des régions du Sud-Est et ça débouche sur un conflit armé dans le Donbass. Et la séparation de facto de 2 républiques fantoches, donc la République de Donetsk et la République de Lugansk, du reste de l'Ukraine. Et bien dans ce contexte, on assiste à un phénomène inédit de changement, de réforme et de transformation à travers une alliance entre la société civile, très structurée, très mobilisée, les réformateurs qui s'intègrent dans les institutions d'État, donc qui rejoignent par exemple les ministères, ce qui n'avait pas été fait auparavant, et les partenaires étrangers. Donc les partenaires étrangers, notamment évidemment les Européens, les Américains, mais aussi les Japonais, les Canadiens, les Australiens, qui deviennent les bailleurs de fonds de l'Ukraine et qui, eh bien, en échange de ce soutien financier, et aussi parce que l'Ukraine le demande, eh bien, exige, ou en tout cas accompagne, un processus de réforme structurelle et un processus d'européanisation du pays. C'est le début du processus d'européanisation et d'adhésion à l'Union européenne, donc informel, de l'Ukraine.
Et entre 2014 et 2022, on a assisté à plus de changements en Ukraine que dans les 20 premières années de l'indépendance. Il y a une épuration des marchés publics, de la manière dont les marchés publics fonctionnent. Il y a une refonte totale de l'administration, il y a une refonte totale des services publics, il y a une réforme de la décentralisation qui change énormément de choses en Ukraine. Il y a beaucoup d'efforts de privatisation pour se débarrasser d'entreprises qui sont des espèces de trous noirs à subvention pour des oligarques. Et il y a aussi l'amorce d'un réel combat contre la corruption, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Donc 2014-2015 marque vraiment une rupture dans la manière dont l'Ukraine se construit en tant qu'État-nation européen moderne. Ce processus ne va pas jusqu'au bout, puisque, comme vous savez, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour et ne s'est pas construite en un jour, et la Révolution française n'a pas été couronnée de succès dès 1789. Mais là, en l'occurrence, la principale raison, en dehors de la guerre, qui pèse beaucoup quand même sur le pays entre 2014 et donc 2019-2022, eh bien, c'est le fait que le président lui-même est un oligarque. Donc il y a beaucoup de réformes qu'il bloque, il y a beaucoup de réformes qu'il essaye d'invalider, et il y a beaucoup de corruption qui remonte à lui et à son cercle proche. Et c'est ce qui nourrit la candidature, surprise, imprévue, de Volodymyr Zelensky. Donc j'ai choisi cette photo où vous le voyez tout jeune, imberbe, on dirait qu'il sort tout juste de l'école. Et peut-être que vous reconnaissez ce poster d'où est tirée la photo. C'est sa série télévisée dans laquelle il interprète lui-même un président accidentel, un président honnête et un président réformateur. Donc cette série, Le serviteur du peuple, dans laquelle le personnage incarné par Volodymyr Zelensky, en 3 saisons, en arrive à régler tous les problèmes de l'Ukraine. Donc ça a été un tremplin formidable pour sa candidature. Et ça a été un tremplin formidable pour la vague de dégagisme qui s'était manifestée donc en 2018-2019 et qui faisait que Petro Poroshenko finalement n'avait aucune chance de remporter un second mandat, puisque les Ukrainiens, à travers l'élection de quelqu'un comme Volodymyr Zelensky, voulaient achever le travail commencé par la Révolution et achever le travail de transformation initié en 2014-2015. Et donc ne plus avoir un oligarque à la tête du pays. Cette histoire est belle, évidemment, mais évidemment, on a suffisamment d'éléments pour dire que Volodymyr Zelensky n'est quand même pas arrivé tout blanc à la candidature à la présidence, pardon. Et lui-même a été soutenu par un oligarque, Igor Kolomoïski, qui ne l'a pas forcément soutenu de manière déclarée, ou en tout cas l'alliance entre les deux hommes n'était pas forcément déclarée. En tout cas, il n'y a rien qui prouve que Volodymyr Zelensky était la marionnette de l'oligarque. Mais en tout cas, il y a eu un accord tacite et les deux hommes se sont servis les uns des autres. Volodymyr Zelensky a utilisé l'empire médiatique de l'oligarque et l'oligarque a utilisé Volodymyr Zelensky pour se débarrasser de Petro Poroshenko qui était son grand rival. Toujours est-il que 2019 marque un nouveau test pour cette république oligarchique. On se demande si, après toutes ces élections, toutes ces révolutions et toutes ces réformes structurelles, ces efforts de transformation, eh bien la république oligarchique va survivre. Et le fait est que oui. D'abord et avant tout, à cause de ce que j'ai décrit, cette alliance informelle, cette alliance tacite entre l'oligarque et Volodymyr Zelensky, mais aussi à cause de l'amateurisme de Volodymyr Zelensky et de son équipe dans la première partie de son mandat. En fait, il est arrivé sans faire de promesses, il est arrivé en surfant sur une vague de dégagisme,
Il est arrivé avec cette illusion un peu naïve que remplacer la première personne de l'État suffisait à épurer tout le système et à transformer tout le système, donc à nettoyer la pyramide à partir du haut. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans d'autres systèmes politiques. Mais évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et Volodymyr Zelensky, très rapidement, se met à collaborer avec les oligarques, à les reconnaître comme entrepreneurs légitimes, comme entrepreneurs fréquentables, et à finalement poursuivre cette tradition d'amnistie qu'avait commencé Leonid Kouchma, et à passer des accords, des deals, puisque deal c'est un mot très à la mode maintenant, avec ces oligarques. Et notamment, on le voit au début de la pandémie et juste avant l'invasion de 2022, où Volodymyr Zelensky va chercher à la fois conseil, mais aussi ressources auprès de ces oligarques, au lieu de les sanctionner, de les poursuivre en justice, ou en tout cas d'initier un mouvement qui ferait qu'ils soient poursuivis en justice. Et donc Volodymyr Zelensky, dans un premier temps, entretient cette tradition et cette pratique de la République oligarchique. Ça dure jusqu'en 2021. Début 2021, Joe Biden arrive à la Maison-Blanche, donc le 20 janvier 2021. Et dès la fin janvier, début février, on voit que certains oligarques ukrainiens sont mis sous sanctions. On voit qu'il y a certains changements au sein de l'administration présidentielle, au sein de l'administration ukrainienne. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'Ukraine indépendante. Ce n'est pas que c'est un protectorat, ou c'est pas que c'est un État qui obéit de manière très docile à ses partenaires européens et américains. Donc on ne peut pas non plus parler d'un diktat des États-Unis sur la politique ukrainienne dans les 30 premières années de l'indépendance. Mais étant donné que l'Ukraine a d'elle-même impulsé son européanisation et son processus de transformation, qu'elle a vraiment beaucoup compté sur ses partenaires européens et américains pour l'accompagner, eh bien ceux-ci ont pris une très grande importance dans la manière dont les Ukrainiens mènent leur politique et mènent leur lutte contre la corruption. En plus de ça, il faut ajouter le fait que les Américains et les Européens, notamment depuis 2014, étaient les bailleurs de fonds de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays avec énormément de difficultés financières, on va le dire comme ça. Et donc, à ce titre, les Américains et les Européens ont beaucoup de poids sur la politique ukrainienne. Et donc, quand Donald Trump, version 1, quitte le pouvoir et que Joe Biden revient à la Maison-Blanche, eh bien, on voit une impulsion venue des États-Unis pour relancer une lutte contre la corruption efficace et pour relancer des réformes structurelles. Un des oligarques qui est mis sous sanction, alors j'ai pas mis sa photo ici, mais c'est Viktor Medvedchuk, et il est important tout simplement puisque le parrain de sa fille, c'est Vladimir Poutine. Il est mis sous sanction. Très vite, il est placé en résidence surveillée, ses entreprises sont arrêtées, et ainsi de suite. Et dès le mois de mars 2021, on voit les premiers soldats russes déployés à la frontière. Ça commence par un détachement de 2500 hommes, si je ne m'abuse, et ensuite ça grossit. Et ça débouche sur une première rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève en juin. Et en juin, il y a déjà 100 000 hommes qui sont amassés à la frontière. Et puis ensuite, la tension se diffuse au fil de l'été, et à l'automne, ça repart. Les Russes continuent à amasser de plus en plus d'hommes et de plus en plus d'équipements, et ça nous amène à l'invasion généralisée du 24 février 2022. Et ça, c'est une des réponses à la question que vous avez posée, Jean-Michel. Pourquoi est-ce qu'un État comme la Russie ne veut pas reconnaître l'indépendance et la souveraineté de ses voisins ? Eh bien, c'est une des nombreuses explications. C'est que Vladimir Poutine a, semble-t-il, compris
qu'il était en train de véritablement perdre l'Ukraine, qu'il était en train de perdre ses relais oligarchiques, ses relais d'influence et ses relais de corruption, donc à travers Viktor Medvedchuk, en Ukraine, et qu'il courait le risque de totalement perdre le pays. Ça s'inscrit dans un phénomène plus large, ce phénomène de transformation à partir de 2014, le fait que à la fois les machines d'État, mais aussi les économies ukrainiennes et russes, eh bien, elles suivaient des trajectoires de plus en plus divergentes. On le sait, hein, l'économie russe est principalement basée sur l'exportation d'hydrocarbures, alors que l'Ukraine a cherché à se diversifier, l'Ukraine a cherché à s'intégrer dans les marchés mondiaux, et notamment les marchés européens. Et l'Ukraine a aussi cherché à se diversifier, à diversifier ses approvisionnements énergétiques, et donc les liens entre l'Ukraine et la Russie devenaient de plus en plus ténus. Les sociétés ukrainiennes et russes connaissaient aussi des trajectoires de plus en plus divergentes. Il y a l'excellent livre de Anna Colin-Lebedev que vous devez connaître à travers les plateaux de télévision. Son livre s'appelle Jamais frères, et elle met en lumière justement ces trajectoires divergentes sur le rapport au pouvoir, qui est très différent en Russie et en Ukraine, le rapport à la violence, le rapport à l'histoire, à tout ce processus de réécriture de l'histoire qui a été fait en Russie a été complètement différent de celui qui a été entrepris en Ukraine. Donc, à ce moment-là, Vladimir Poutine comprend qu'il est en train de perdre l'Ukraine, de perdre les Ukrainiens, et potentiellement irrémédiablement, de manière irrémédiable. Et c'est, à mon sens, une des explications, enfin, ce sont parmi les explications qui justifie son acte d'invasion. Qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février 2022 ? J'espère que vous êtes encore avec moi. Je vois que j'ai encore du temps, donc je suis content. D'habitude, je déborde, mais je suis très content. Qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février 2022 ? L'Ukraine est en régime de loi martiale. Et la République oligarchique telle qu'elle s'était exprimée à partir de la fin des années 1990, donc dans ses manifestations politiques, médiatiques, culturelles, et évidemment tout ce qui peut être attenant, comme les investissements, les affaires de corruption et les affaires liées au marché public et ainsi de suite, eh bien tout ça a été mis sous le couvercle. Et ce qui fait que depuis 2022, on se demande un peu tous où en est cette république oligarchique d'Ukraine. Ce qu'on sait, c'est que les oligarques ont perdu beaucoup dans le cadre de l'invasion. Il y a eu beaucoup de destruction. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont terminé dans les territoires occupés par la Russie. Il y a eu une dépréciation globale de la valeur de leurs actifs, puisque l'Ukraine elle-même a perdu énormément en termes relatifs et en termes absolus. Donc les oligarques qui étaient multimilliardaires en 2021-2022, eh bien, ils ne sont plus que milliardaires aujourd'hui. Dans ce paysage oligarchique, Rinat Akhmetov, donc le premier homme que je vous ai montré, reste l'homme le plus riche du pays. Donc c'est vraiment, lui, un survivant. C'est vraiment quelqu'un qui, en tant qu'objet d'étude, j'entends, il est remarquable. C'est vraiment un survivant. Quelqu'un qui nous enterrera tous, finalement. Je plaisante, évidemment. Ça, c'est la première des évolutions de l'oligarchie ukrainienne. La deuxième des évolutions, donc, que j'ai déjà mentionnée, c'est cette imposition de la loi martiale, et qui fait que les groupes oligarchiques n'ont plus la possibilité d'influer sur la politique et n'ont plus la possibilité d'influer sur l'espace médiatique. On leur a, pour ainsi dire, coupé les ailes. Et donc on assiste depuis 2022 à une pratique du pouvoir qui est complètement inédite pour l'Ukraine indépendante. Ça n'a pas été le cas depuis 1991, et qui consiste en une verticale du pouvoir qui impose ses décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, dans le contexte de guerre, à l'ensemble de l'appareil d'État et à l'ensemble de l'appareil économique. On ne parle pas de dérive autoritaire en Ukraine,
puisque dans ce contexte d'invasion généralisée russe, qui est une menace existentielle pour le pays, eh bien, on comprend, en tout cas les Ukrainiens n'expriment pas de désir de changement ou de rejet de cette loi martiale et du rôle de la présidence. Et en plus de ça, on n'assiste pas à des abus de pouvoir outrageants de la part de la présidence. Il y a évidemment quelques subtilités, ça je vais y revenir, mais on n'assiste pas à une verticale du pouvoir qui serait autoritaire ou très répressive en Ukraine. Troisième élément qui a changé et qui influe, ou en tout cas qui est appelé à influer sur le devenir de cette république oligarchique, c'est l'intégration européenne. Face au choc de l'invasion, l'Ukraine a réussi à bénéficier d'une procédure accélérée, donc dépôt de candidature, reconnaissance de candidature, et ainsi de suite, enfin toutes les étapes. Et maintenant, on en est à l'étape de l'ouverture des différents chapitres du processus d'adhésion, et qui, à un moment donné, en fonction des réformes qui vont être faites, eh bien, devrait changer les règles du jeu. C'est-à-dire que l'intégration européenne, ce processus très technique et très complexe, eh bien, il est appelé à renforcer l'état de droit et à établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et évidemment le quatrième pouvoir, les médias. Ce qui n'a pas été fait jusqu'en 2022 et ce qui devrait être normalement impulsé par le processus d'intégration européenne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans un futur proche, en fonction de l'ouverture des chapitres d'adhésion, des chapitres de négociation, pardon, eh bien, ça devrait être le cas. Le quatrième élément qui a changé et qui influe sur le devenir de cette république oligarchique, c'est la mobilisation de la société civile et de la population dans son ensemble. On voit que, évidemment, le pays est éclaté avec des millions d'Ukrainiens qui sont à l'étranger, des millions d'Ukrainiens qui sont en territoire occupé, des millions d'Ukrainiens qui sont plus ou moins actifs en fonction de leur situation. Mais on voit quand même un bloc, on voit un collectif, une masse critique d'Ukrainiens qui est mobilisée pour la survie de son État et pour la survie de son pays, et pour que leurs enfants aient des perspectives dans une Ukraine libre, indépendante et souveraine. Est-ce que cette société civile et cette population dans son ensemble accepterait un retour au status quo, c'est-à-dire un retour aux pratiques de la République oligarchique telle qu'elle a façonné l'Ukraine indépendante depuis la seconde moitié des années 1990, ça c'est loin d'être sûr. Et donc, au vu de ces quatre éléments, on peut se dire que la République oligarchique, qui est à la croisée des chemins, eh bien, elle n'a pas vraiment d'avenir, et que l'Ukraine va passer à un autre régime une fois sortie de cette guerre, et que l'Ukraine va s'européaniser et adopter des pratiques qui sont plus similaires à celles des pays membres de l'Union européenne. Pour l'instant, on ne sait pas. Le fait est que la mère de toutes les réformes, la réforme de la justice, n'a pas encore été initiée. Aussi parce que les chapitres de négociation dans le processus d'adhésion à l'Union européenne n'ont pas encore été ouverts. Et donc, si jamais la loi martiale était levée aujourd'hui, eh bien, la République oligarchique pourrait reprendre de plus belle. Et on voit d'ailleurs que, là, on a commencé à parler d'élections ces derniers mois, que les groupes oligarchiques se préparent et commencent à investir dans des partis politiques et dans des projets médiatiques. Les groupes oligarchiques, même s'ils sont affaiblis, ils continuent d'évoluer dans un environnement qui est relativement similaire à tout ce que j'ai décrit dans le cadre de cette présentation. Et en plus de ça, ils font face à la concurrence de nouveaux groupes. Des groupes qui sont issus du secteur de la défense,
des groupes qui sont issus du milieu de la contrebande, des groupes qui sont issus aussi des nouvelles technologies. Donc on connaît l'Ukraine comme un grand hub d'innovation technologique, en particulier dans le cadre de la guerre, mais ça avait commencé avant. Et ces nouveaux groupes qui grandissent en volume, eh bien, si jamais la loi martiale était levée demain, eh bien, ils pourraient tout à fait évoluer dans le cadre de la République oligarchique et puis en adopter les pratiques. Et donc s'investir en politique, s'investir dans les médias et entretenir des réseaux de népotisme et de corruption et ainsi de suite. On ne sait pas. On ne sait pas exactement quel va être le scénario que va suivre l'Ukraine. L'Ukraine qui, et j'en terminerai par là, fait face à toute une série de défis existentiels. Et la survivance en fait de la République oligarchique n'est que l'un d'entre eux. Même si, et je pense l'avoir bien mis en exergue à la fois dans mon livre, mais aussi j'espère dans le cadre de cette présentation, cette République oligarchique, moi je ne l'aperçois pas forcément comme un phénomène entièrement négatif. Évidemment, c'est loin d'être positif, mais il y a des facettes de cette République oligarchique qui ont construit et qui ont consolidé l'Ukraine indépendante ces 3 dernières décennies et qui expliquent aussi sa capacité de résistance actuelle. Je vais m'arrêter là. J'espère que ma présentation a eu du sens. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème de la République oligarchique, donc évidemment en étant en Ukraine depuis 2011. Et ça me semble vraiment une clé de lecture très importante pour comprendre ce qu'est l'Ukraine indépendante. C'est-à-dire ce système très brouillon, ce système très chaotique, ce système très cain-caon, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, des combats au Parlement, des affaires de corruption, mais en même temps des révolutions qui font la une de la presse internationale et ainsi de suite. Et tout ça dans le cadre de cette République oligarchique qui a façonné tous ces éléments de la vie publique en Ukraine depuis 1991. Il me semble que c'est une clé de lecture très importante, mais évidemment ce n'est pas la seule. Si vous voulez parler plus d'aspects politiques, d'aspects culturels, d'aspects linguistiques, d'aspects historiques, eh bien je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.